Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, une cérémonie de remise de projets accès à la télévision par satellite pour 10 000 villages africains, dont 200 villages au Tchad, a lieu ce mercredi dans un hôtel de la place. Un projet réalisé sur la période d'août 2018 à avril 2019. Le chef de l'État a été représenté par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Paye-Medebe. Reportage Madissem Anastasie Bissi. Par ces actes, le gouvernement tchadien reçoit officiellement demain de l'ambassade de la République populaire de Chine au Tchad le projet d'accès à la télévision par satellite pour 10 000 villages africains, dont 200 villages au Tchad. Ce projet offre non seulement aux Africains une plateforme pour connaître le monde extérieur, enrichir la vie spirituelle et culturelle des populations, mais aussi et surtout améliorer leur niveau éducatif, promouvoir le développement social et consolider l'amitié entre la Chine et l'Afrique. Au Tchad, le projet est exécuté selon les règles établies. 4 000 foyers, dont 200 villages, ont bénéficié des projecteurs et téléviseurs numériques à énergie solaire, ainsi que des systèmes de réception satellite. Ensemble, on va loin. Merci. Avec les coopérations tangibles et pragmatiques, nous souhaitons consolider le partenariat gagnant-gagnant avec le Tchad, le pays de Toumaï, pour aller plus loin, main dans la main, et apporter notre modeste contribution à la construction d'une communauté de destin. Pour le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, cet appui de la Chine est un élan inconditionnel pour le développement numérique au pays. Les localités retenues ont bénéficié au total de 390 projecteurs, 199 téléviseurs, 3 960 décodeurs, 4 549 paraboles, 589 batteries et 589 panneaux solaires. L'objectif visé par ce projet est de permettre à chaque famille des zones rurales bénéficiaires d'accéder à un signal numérique offrant des images et des sons de haute qualité ainsi que des programmes riches et variés. Le projet participe à terme à la numérisation et au développement économique et social du monde rural et par voie de conséquence à la réduction de la fracture numérique. Le représentant du chef de l'État, Kalzobe Paye-Medebe, souligne que ce projet ouvre une nouvelle page de coopération entre le Tchad et la Chine, amis de longue date et partenaires stratégiques. Le dit projet a démarré en août 2018 et a pris fin en avril 2019. Le coût global est estimé à 2 340 000 $, soit plus d'1 milliard de nos francs. 23 pays africains ont bénéficié de ce projet. Le représentant du chef de l'État dans son adresse réaffirmé l'engagement du Tchad à maintenir cet élan de coopération avec la Chine. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, souligne également par ailleurs que ce projet est un pas de plus dans le développement numérique dans notre pays. Nous sommes profondément touchés par la marque de sympathie qu'accorde la République sœur de Chine à l'endroit de notre pays. Point n'est besoin de rappeler que la Chine est un pays ami de longue date, un des partenaires stratégiques qui accompagne le Tchad dans son développement socio-économique. La République populaire de Chine a toujours été à nos côtés, même durant la crise économique de ces dernières années. La Chine nous a soutenus dans divers domaines tels la santé, l'éducation, le commerce, la culture, le sport, et j'en passe. Grâce à son appui constant, le Tchad a pu faire face à certaines difficultés tant d'ordre économique que social. C'est donc à juste titre que la République populaire de Chine nous a fait don d'une importance capitale. Le projet de desserte de 200 villages tchadiens par télévision satellite vient à un moment crucial où notre pays
entame le processus de passage de l'audiovisuel analogique au numérique. Le tout numérique comporte d'importants enjeux et revêt d'immenses potentialités propices à un développement durable. Ce projet se révèle donc être un coup de pouce important. L'amitié traditionnelle entre la République populaire de Chine et le Tchad, je le disais tantôt, connaît une longue histoire. Les relations bilatérales exemplaires ont jalonné le parcours de nos deux pays, notamment à travers des installations de firmes chinoises dans notre pays qui contribuent à la réduction du chômage en passant par les bourses d'études octroyées à notre jeunesse et le renforcement des capacités grâce au transfert de connaissances dans le domaine technique et technologique. Loin d'être exhaustif, cette coopération est la marque d'une amitié sincère et durable, d'un partenariat gagnant-gagnant selon les termes désormais consacrés. C'est ici l'occasion pour moi d'exprimer au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la gratitude du peuple tchadien à la République sœur de Chine populaire pour la réalisation du dit projet. Ensemble, célébrons l'excellence de notre coopération culturelle. Et nous venons de l'entendre, nous irons loin. Voilà, ce sont là des propos recueillis par Anastasie Bissi. Et puis je le disais en titre, l'amélioration du climat des affaires au Tchad. Le sujet était au centre d'une rencontre présidée cet après-midi, toujours par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmi Débé, en présence de quelques chefs des départements ministériels et le patronat tchadien. On fait le point avec Djibril Noualouali. Entre le gouvernement et le patronat, les concertations sont régulières. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette rencontre dirigée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmi Débé. Perspectives économiques et conditions d'exercice des grandes entreprises au Tchad. La question s'est invitée à cette réunion. Les discussions ont permis d'aplanir les divergences sur nombre de sujets à la grande satisfaction du Conseil national du patronat tchadien, représenté par son président Bichara Doudoua. Nous, notre rôle c'est quoi au niveau du patronat? Nous sommes des partenaires du gouvernement. On est là à négocier. À chaque fois qu'il y a un problème, on amène au niveau des ministres, au niveau du gouvernement, plus haut. Maintenant, on est au niveau du ministre d'État. On a trouvé la solution. Donc, il faut parler. Quand on parle, on trouve toujours des solutions. C'est que ça fait déjà pratiquement 2 ans ou 3 ans qu'on est en train de parler. On est arrivé à ces niveaux-là. Donc, le fait qu'on parle, et voilà donc les résultats. La relance économique exige une constance dans les concertations, raison pour laquelle le ministre d'État, Kalzebe Païmi Débé, a salué avec insistance l'esprit du dialogue et du consensus qui règne entre le gouvernement et les grandes entreprises établies au Tchad et affiliées au patronat tchadien. Cette bonne entente va perdurer, soutient Bichara Doudoua, qui fait part du soutien total du patronat tchadien à la politique incitative du gouvernement tendant à encourager les investissements privés. Les travaux de la 6e session ministérielle du G5 Sahel ont pris fin mardi à Ouagadougou, Burkina Faso. Cette session placée sous le thème Ensemble pour relever les défis de la sécurité et du développement a vu la présence du chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mohamed Zen, et son collègue de la Défense nationale et de la sécurité publique, Mohamed Abali Salah. Je vous propose de suivre à cet effet la synthèse des travaux avec le ministre Chérif Mohamed Zen. Il y a une volonté ferme au niveau des États membres d'aller de l'avant, de se concentrer sur l'essentiel pour que les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés dans cette région soient relevés. Et à cet égard, il est important de souligner que le commandant de la force a proposé une évolution du concept stratégique en demandant aux États membres de mettre en commun leurs vecteurs aériens et pour être efficaces dans l'action,
militaires sur le terrain. Et je pense que ça c'est quelque chose d'important, donc il va falloir très prochainement faire réunir les experts dans ce domaine précis pour qu'ils puissent donner des éléments précis par rapport à l'action à entreprendre. Et il y a certainement d'autres questions liées à l'organisation même du G5 Sahel, surtout en ce qui concerne l'audit organisationnel. Cet audit a été fait. Donc les ministres ont examiné avec beaucoup d'attention l'audit organisationnel et apporté quelques ajustements. Et le président du Conseil des ministres a été chargé donc de mener une consultation à domicile sous quinzaine pour que cet organigramme soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Et nous avions également noté à travers le rapport du commissaire aux comptes qu'il y a des insuffisances dans la gestion des ressources financières. Et sur ce point précis, donc la plupart des délégations a souligné la nécessité donc de renforcer la transparence dans la gestion des maigres ressources de cette organisation et surtout faire preuve de rigueur donc dans la gestion de ces ressources. S'agissant du déploiement des troupes tchadiennes du fuseau Est vers le fuseau Centre, le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamadzen, affirme que la question n'est pas à l'ordre du jour. Suivez. Je ne pense pas qu'il y ait un engagement déjà précis pour déployer le bataillon du fuseau Est au niveau du fuseau Centre. Je pense que dans la version que nous venons d'adopter, il n'y a pas quelque chose de pareil qui ressort. Mais il y a effectivement une volonté collective, parce que ça fait partie également, je pense, de la deuxième phase de la stratégie elle-même, qui veut que, arrivé à la deuxième phase, il faudrait qu'on envisage cette option que certains bataillons puissent être déployés là où c'est nécessaire effectivement de faire un effort collectif. C'est une question qui va faire l'objet certainement d'examen au niveau des services techniques compétents, surtout le comité de défense et de sécurité avec les états-majors des pays concernés. Et évidemment, si les moyens le permettent, nous n'excluons pas qu'il y ait une telle option. Et ça va dans l'intérêt certainement de tout le Sahel, parce que la stratégie mise surtout militaire actuellement en vigueur a prouvé un peu ses limites. Nous avons donc des forces cloisonnées au niveau des frontières et parfois, même s'il y a des attaques au-delà d'une frontière, la force qui est déployée de ce côté ne traverse pas la frontière pour porter assistance. Il y a eu des cas précis qui ont fait l'objet d'examen au cours de notre réunion. Donc je pense qu'il faut surmonter toutes ces difficultés et avoir une stratégie beaucoup plus efficace, beaucoup plus adaptée donc, au contexte, puisque nous avions affaire à une guerre asymétrique. Et malgré l'importance des moyens dont disposent les forces mobilisées, les terroristes continuent toujours à défier certainement, et il faut relever pour le regretter que ces terroristes affichent ouvertement leur ambition de détruire tous les symboles de l'État partout où ils passent. Donc ils s'attaquent aux édifices publics, ils ne veulent pas de l'école, ils brûlent le drapeau. Donc ça c'est des choses qui montrent ouvertement leur intention de détruire nos États, et nous sommes menacés dans notre existence. Donc, et il est important de rappeler qu'au cours de ces réunions, nous avions souligné la nécessité de compter d'abord sur nos propres moyens, tout en appelant tous nos partenaires à nous appuyer dans nos efforts. Et je pense que l'exemple de la force multinationale mixte au niveau de la commission du bassin du lac Tchad est assez édifiant à cet égard. Donc nous pouvons faire la même chose au niveau du G5 Sahel, je pense, tout en essayant de remettre un peu à jour nos instruments de lutte, nos moyens, et en mutualisant un peu nos efforts, cela est possible. Et je pense qu'il faut se féliciter que la volonté
est là au niveau de tous les pays, tous les États membres. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et nous avions également demandé au niveau de l'audit organisationnel qu'il faut se concentrer sur le volet sécurité-développement. Voilà des propos recueillis par Gapili et Missi. Et puis le rapport annuel 2018 du suivi de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2017-2021 était au centre d'un atelier de validation technique ce matin ici à N'Djamena. Les travaux sont dirigés par le ministre de l'économie et de la planification du développement Issa Doubragne, Myriam Kartebay. Il s'agit de présenter le draft 0 du rapport, discuter le contenu de chaque axe pour y apporter les corrections nécessaires et valider le rapport 2018 de suivi de la mise en œuvre du plan national de développement 2017-2021 afin de soumettre à la validation du comité de pilotage. Le présent document présente un intérêt capital dans le sens où le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers plaident de plus en plus en faveur d'un suivi appuyé de toutes les politiques de développement à travers les rapports tant de suivi et d'impact de l'ensemble des projets mis en œuvre. De même, le rapport de suivi pourrait être un outil d'alerte précoce pour permettre de corriger les erreurs de mise en œuvre afin d'apporter des solutions de redressement. C'est pourquoi il me plaît de vous rappeler que ce deuxième rapport de suivi de la mise en œuvre du PND 2017-2021 prend en compte l'analyse de la performance contrairement à celui établi en 2017. Le système de suivi-évaluation du PND repose sur une approche participative. Il constitue un processus permanent de dialogue et de concertation entre les parties prenantes et se focalise sur la collecte et la prise de décision. À l'Assemblée nationale, ce mercredi, les élus du peuple ont interpellé le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Au centre de la question orale avec débat, le fonctionnement, l'organisation et la gestion des sociétés des eaux et d'électricité. C'est une question orale avec débat adressée par le député Ahmad Issa Badi. La séance d'interpellation est dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La 13e réunion sur la santé animale se tient depuis ce matin dans la capitale. Les acteurs du secteur ont eu à faire l'évaluation de la situation de la santé animale des mois de septembre et d'octobre 2019. Les assises sont officiées par le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Kayan Souari. Adef Ahmad Benrama. L'élevage, l'un des pivots de l'économie tchadienne, retient l'attention des plus hautes autorités qui ont institué la réunion mensuelle sur la santé animale, une activité dont les premiers responsables du département accordent une attention toute particulière. Placée sous l'égide du ministre de l'Élevage et des Productions animales, Gayang Soirée, cette 13e réunion qui a vu la participation de la conseillère du président de la République chargée de l'élevage, Dogona Mbakas Riradim, a permis aux acteurs de l'élevage de faire l'évaluation de la situation zoosanitaire des mois de septembre-octobre 2019 présentée par la directrice des services vétérinaires, Dr Nodimadi Rirabe. Il ressort de la présentation la suspicion de 11 maladies animales dans 9 provinces sur les 23. Pour le prélèvement, seulement 2 provinces ont envoyé. Il a été déploré l'attitude des agents du niveau déconcentré qui n'envoient pas des rapports ou qui ne remontent pas les informations. L'argument faisant état de l'insuffisance des agents a été balayé d'un revers de main par le ministre de l'Élevage qui en appelle à la responsabilité. Pour ce qui est de la vaccination, des efforts importants sont consentis par le ministère et ses partenaires. Face à la réticence des éleveurs, il a été recommandé une sensibilisation à la base avec l'implication des organisations, des professionnels de l'élevage OPE. Ces derniers n'ont pas manqué d'afficher leur volonté de jouer leur partition. La volonté, l'engagement existe au niveau du département qui sollicite une synergie d'action de tous les acteurs. En ce qui concerne la mise en œuvre des 36 recommandations, 26 sont réalisées et 7 sont en cours. Les appuis multiformes des partenaires de l'élevage sont positivement appréciés par le chef du département qui a tenu à exprimer toute la reconnaissance
du ministère et partant du gouvernement. Et dans l'extrait qui va suivre, le ministre de l'élevage et des productions animales a situé la portée de la réunion mensuelle sur la santé animale découlant de la volonté du chef de l'État. Suivez. Le ministère de l'élevage et des productions animales, dont le mandat est d'asseoir la politique du gouvernement axée sur la valorisation du secteur, met un accent particulier sur la maîtrise de la santé animale à travers la lutte et contrôle des maladies animales qui impactent négativement sur la production et la productivité du cheptel national. Il faut savoir que le Tchad a adhéré à la stratégie de la santé animale en Afrique pour la période 2018-2035. Cette stratégie est axée sur l'amélioration des systèmes de santé animale du fait de l'impact des maladies animales sur la compétitivité des chaînes de valeur des ressources animales. Les campagnes de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants participent de cette stratégie à l'échelle nationale. Elle vise le contrôle de ces maladies et au-delà l'éradication de la peste des petits ruminants à l'horizon 2025. Pour cette année, la campagne de vaccination a été lancée le 19 octobre à Kunjuru dans la province du Bata. Cette vaccination est obligatoire et l'acte vaccinal est payant pour la péripneumonie contagieuse bovine et gratuit pour la peste des petits ruminants. Revenons à la campagne de vaccination qui se déroule actuellement dans toutes les provinces du pays. Je voudrais saisir cette opportunité pour demander solennellement aux autorités administratives et traditionnelles d'appuyer comme par le passé les équipes techniques de vaccination qui vont sillonner les villages éphériques des ressorts territoriaux de leur unité administrative pour procéder à la vaccination du bétail. Je les invite à sensibiliser les communautés agro-pastorales afin d'assurer la santé de leur bétail par la couverture sanitaire et sécuriser les productions agricoles. Car la préservation de leurs moyens d'existence et la coexistence pacifique constituent la condition d'un développement harmonieux du secteur de l'élevage qui occupe une place de choix dans l'économie nationale, et son développement préoccupe les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Propos recueillis par Adef Ahmad Benrama. Parlons à présent éducation. Bientôt, il y aura une amélioration dans le système éducatif tchadien. Il s'agit de l'institutionnalisation du projet de carte scolaire. Les techniciens du département sont en conclave à Bakara pour le processus d'élaboration du document. Les assises sont placées sous le thème la formation des cadres des services centraux du département en charge de l'éducation. Travaux réussis par la présence du ministre Aboukar Assidik Tchoroma. Reportage Abdul Keoul. Le gouvernement et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, mutualisent leurs efforts pour mettre sur pied une carte scolaire, un document qui permet de corriger les insuffisances constatées dans le système éducatif tchadien. Pour l'élaboration de ce document, les techniciens du ministère de l'Éducation nationale échangent avec les experts afin de mieux cerner les contours de la carte scolaire. La carte scolaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la carte scolaire? C'est un ensemble de techniques, de réglages institutionnels et de moyens mis en place pour piloter le système éducatif au Tchad au niveau le plus local possible. L'UNESCO réitère son engagement à soutenir le gouvernement tchadien dans sa politique de l'éducation. La présente initiative louable que l'UNESCO soutient et promeut vise globalement à doter les services centraux et déconcentrés des compétences techniques et organisationnelles nécessaires
à un pilotage efficace et stratégique du système éducatif tchadien et améliorer le suivi-évaluation des objectifs dans les plans sectoriels. Pour le ministre Aboubakar Siddiq Chiroma, la réforme du système éducatif tchadien préoccupe le pouvoir public. Le projet carte scolaire en est un exemple. Malgré les efforts importants que nous fournit le gouvernement pour répondre aux besoins d'éducation des populations tchadiennes, le système éducatif peine à prendre de l'envol pour un développement harmonieux, holistique, et cela pour des raisons liées à la mauvaise gestion des ressources et des moyens mis à notre disposition. Pour la carte scolaire, nous voulons désormais une gestion rationnelle à tous les niveaux et surtout tous les intrants, notamment la gestion des écoles, des enseignants, des matériels et des ressources pédagogiques basées sur la micro-planification au niveau local. Ces travaux dureront 2 semaines. Restons toujours dans le même ordre d'idées avec la construction de 3 salles de classe et la réhabilitation des anciennes salles de l'école Karkandjeri située dans la commune du 1er arrondissement. C'est une contribution de l'opération Barkhane au système éducatif tchadien. Précision Ahmad Ngarasta. La construction de 3 salles de classe et la direction administrative et la réhabilitation de certaines salles de classe traduit l'engagement de l'opération Barkhane à soutenir le gouvernement tchadien dans l'amélioration de l'environnement éducatif. Vous savez, on a un dicton en France qui consiste à dire « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Et bien aujourd'hui, moi je suis très fier de voir qu'il y a 2 volontés qui se sont rejointes. Une volonté tchadienne de s'occuper des plus jeunes enfants pour leur apporter les rudiments d'éducation, et une volonté française, toute particulièrement incarnée ce matin par la force Barkhane, qui a mis à la disposition du quartier de Karkandjeri son savoir-faire pour réhabiliter et construire des salles qui vont permettre de mieux enseigner et de créer les conditions d'un enseignement de qualité. Le maire deuxième adjoint de la commune du 1er arrondissement, Baïlalem Gabriel, souligne que l'acte posé par l'opération Barkhane dans sa circonscription administrative permet d'offrir les meilleures conditions de travail et aussi bien d'études. Les députés de la commune du 1er arrondissement et les délégués du quartier se sont relayés pour exprimer leur gratitude à leurs partenaires de taille. Le directeur de l'école de Karkandjeri salue cette initiative. Avant, nous étions sous le hangar. Et moi, avec mon bureau, c'est l'étole et je suis toujours sur le limier. Quand je vais signer un papier, le vent emporte de l'autre côté. Maintenant, j'ai un bureau digne d'un directeur. Merci, Opération Barkhane. Quelques élèves rencontrés n'ont pas caché leur satisfaction. Avant, notre établissement n'est pas comme ça. Par la force de Barkhane, notre établissement est devenu très bel. Nous remercions au Barkhane. Pour rappel, l'école de Karkandjeri est créée en 2013. Elle a un effectif de 658 élèves, y compris les filles. Le ministère de la Santé publique, à travers la coordination nationale du programme national de lutte contre le cancer, mène une campagne de sensibilisation sur les principaux facteurs des risques du cancer dans les communes des arrondissements de la ville de N'Djamena. L'équipe s'est rendue ce mercredi pour cette première sortie dans la commune du 9e arrondissement. Vareleti. Le cancer, cette terrible maladie, est la principale cause de décès dans le monde. Les mesures de prévention constituent un leitmotiv d'inverser la tendance. C'est ainsi que le ministère de la Santé publique, via la coordination du programme national de lutte contre le cancer, organise cette campagne de sensibilisation sur les facteurs de risque du cancer. Ils sont entre autres le tabac, l'alcool, la non-pratique des activités sportives et bien d'autres sont concernés par cette campagne de sensibilisation. Les élèves composés majoritairement des filles, les délégués des quartiers, les chefs de carré ainsi que les responsables de la commune du 9e arrondissement. Au Tchad, on n'a pas un centre de prise en charge de cancer. Donc, il faut passer par la prévention. C'est comme ça qu'on voudrait parler un peu des facteurs de risque. Rien qu'avec les facteurs de risque, on pourra réduire d'environ 50% les cas de cancer. Si on fume, il faut qu'on arrête à fumer. Si on prend l'alcool, si on ne peut pas cesser, il faut qu'on
modère un peu la consommation. Essayez vraiment de faire par jour ne serait-ce que 30 minutes d'activité physique, la marche. Il faut vraiment de temps en temps consommer le fruit et légumes. Cette campagne de sensibilisation sur le cancer dans le 9e arrondissement n'est que le point de départ d'une initiative qui va s'intensifier dans d'autres communes d'arrondissement. La population est invitée à y participer massivement pour être outillée sur les facteurs de risque du cancer. Un tour dans nos provinces, le gouverneur du Bahr El Ghazal, Tegué Edibé Berdé, a eu une rencontre avec les responsables des différentes ONG opérant dans sa circonscription administrative. Objectif, évaluer les activités menées par ces organisations non gouvernementales. Ahmad Daladou. Pour bien suivre les activités des partenaires sur le terrain, le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, Tegué Edibé Berdé, a rencontré les partenaires opérant dans la province du Bahr El Ghazal. Cette rencontre a vu la présence des responsables des forces de défense et de sécurité et les représentants des services déconcentrés de l'État. Le gouverneur Tegué Edibé Berdé a demandé aux représentants de chaque organisation de définir son domaine d'intervention, ses réalisations et son champ d'action. Il n'a pas manqué de demander les difficultés auxquelles font face les partenaires. À tour de rôle, les représentants des ONG nationales et internationales ont présenté les réalisations faites à travers leur programme d'intervention multisectoriel à l'égard des couches vulnérables, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de l'environnement et de la sécurité alimentaire. Les partenaires ont relevé le problème de la mauvaise gestion des intrants ou des produits et aussi l'ingérence des autorités traditionnelles dans le cadre de la distribution des vivres aux vulnérables et ou la composition des comités de gestion. Le représentant des ONG opérant dans la province du Bahr El Ghazal, M. Alpha Koïta, a salué l'initiative du gouverneur pour l'organisation de cette réunion combien importante dans le cadre de la collaboration entre les autorités locales et les partenaires. Très fier des actions humanitaires développées par les partenaires, le gouverneur Tegué Edibé Berdé a invité les représentants des ONG de garder cette collaboration à différents niveaux pour un développement de la province. Il est à signaler que désormais, il a été institué une réunion bimensuelle entre les autorités locales et les partenaires pour suivre l'évolution des activités sur le terrain. En politique, le conseil provincial du MPS de Bahr El Ghazal a organisé hier une soirée de réjouissance ici à N'Djamena, l'occasion pour le secrétaire général du dit conseil de vulgariser les orientations issues du 8e congrès extraordinaire de cette formation politique. Adef Ahmad Benrama. Après une participation active aux travaux du 8e congrès extraordinaire, les militants du MPS du conseil provincial de Bahr El Ghazal se sont retrouvés pour une soirée de réjouissance, de partage et d'échange. Par cette mobilisation, les militants du MPS de la province de Bahr El Ghazal ne célèbrent non seulement le succès des assises, mais voudraient également traduire en actes les orientations données par le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, axé sur l'implication impérative de la base des femmes et des jeunes du mouvement patriotique du salut. Remerciements au grand camarade, président fondateur du mouvement patriotique du salut, son excellence Idriss Déby Itno, et la première dame, présidente d'honneur de l'OFF MPS, pour la confiance renouvelée aux militantes et militants de la base que nous représentons ici. Cette rencontre entre dans la droite ligne des conseils et orientations du président fondateur lors de la cérémonie de la clôture du 8e congrès extraordinaire du MPS. Nos remerciements vont également à l'endroit de nos cadres résidents en N'Djamena pour leur soutien multiforme et leur accueil chaleureux. Dans son adresse, le secrétaire général du conseil provincial du MPS de Bahr El Ghazal a exhorté ses camarades militants à se mettre en ordre de bataille et en rang serré pour remporter les prochaines législatives et locales.
Pour une participation active à la COP25 qui aura lieu à Madrid en Espagne, l'association Espace Vert du Sahel lance une caravane d'information et de sensibilisation. Hier soir, les jeunes experts ont échangé avec les invités sur l'importance de la COP25. C'était dans les locaux de l'Institut français du Tchad. Nouvadumbaï Talomati. À quelques semaines de la tenue de la conférence des parties sur les changements climatiques, COP25, à Madrid, Espace Vert du Sahel lance un programme d'information et de sensibilisation. Au cours de la réunion tenue dans les locaux de l'Institut français, ces jeunes ont échangé avec le public sur les enjeux de la réunion sur les changements climatiques. Pour France Volontaire, c'est une belle initiative d'informer le public sur ces phénomènes. Nous espérons qu'avec les jeunes, nous allons voir certains éléments qui vont nous aider à mieux comprendre aujourd'hui les problématiques qui se posent au niveau donc notamment du Tchad, dans le cadre de la protection de l'environnement, et qui va permettre à ces jeunes et d'autres délégations qui vont partir pour la COP25 de mieux se préparer pour défendre les causes donc ici. Le président de EVS, Joël Yodemon, souligne que la participation des jeunes à cette réunion est une crème dans les programmes de la lutte contre les dérèglements climatiques. C'est la population qui est la première à être impactée par les effets néfastes du changement climatique. En fait, que nous organisons et nous basons sur un des principes de l'accord de Paris et du protocole de Rio qui parle de l'information et de la sensibilisation du public. Situé au cœur de l'Afrique, le Tchad est frappé de plein fouet par les changements climatiques à l'image du lac Tchad. Aujourd'hui, plus de 40 milliards de tonnes de gaz à effet de serre sont émis par année et les conséquences sont palpables. Dans un climat de satisfaction que les invités présents à cette messe climatique ont quitté les locaux de l'Institut français du Tchad. Un sport au football, la sous-ligue de football de la commune du 1er arrondissement a un nouveau bureau constitué de 56 membres. La cérémonie d'installation a lieu hier. Mamad Seyd Abakar pour les comptes rendus. Désormais, c'est sur Hissène Hassan Djibrine que repose la charge de la sous-ligue de football de la commune du 1er arrondissement. Il remplace à ce poste Abdoulaye Moussa, élu vice-président de la Ligue provinciale de football de N'Djamena. Le président sortant a appelé son successeur et son staff à maintenir le cap pour faire avancer le sport roi dans cette commune. Très ravi de sa désignation, le nouveau président de la sous-ligue, Hissène Hassan Djibrine, a sollicité l'appui des autorités communales afin de booster le football dans la commune. L'administrateur délégué auprès de la commune du 1er arrondissement, David Dura, quant à lui, a rassuré les membres de la sous-ligue du soutien de la commune avant de décrier le nombre insuffisant de femmes dans le bureau, alors qu'on parle du développement du football féminin. Le président de la Ligue provinciale de football de N'Djamena, Maïna Ahmad Maïna, a exhorté la nouvelle équipe de la sous-ligue du 1er arrondissement à se mettre au travail pour organiser les compétitions à venir dans le délai. Il les a invités à se conformer au texte de la Ligue provinciale. Dans le même cadre, les membres du bureau du club Asfarcha ont été installés dans leurs fonctions. 41 membres avec à leur tête Saleh Goudadio pour conduire Asfarcha, l'équipe représentant le 1er arrondissement en première division du championnat provincial de N'Djamena. Une page noire au bas de cette édition. La télévision nationale tchadienne vient de perdre un de ses monteurs, Nassarangaïn Tamingar. C'est son nom, a tiré sa révérence lundi 4 octobre ici à N'Djamena, des suites d'une courte maladie. Ses obsèques ont lieu ce mercredi. Parents, amis, collègues et connaissances sont allés lui rendre un dernier hommage. Le reportage est signé Mbaye Gougou, Patricia. Voici cet homme qui est parti, mais ses traces resteront toujours à jamais gravées dans les mémoires des frères, amis, collègues et parents. Il s'appelait Nassarangaïn Tamingar, connu sous le nom de Papa Nassar. Décédé le 4 novembre 2019 à l'hôpital général de référence nationale de N'Djamena, Feu Nassarangaï était un agent de la télévision nationale tchadienne, particulièrement au service de montage. Pour rendre un hommage mérité à ce grand homme tant admiré par sa famille, collègues, voisins, amis, une mobilisation forte est venue lui rendre un dernier hommage. De la mort, le cortège funèbre s'est dirigé au domicile familial pour des rites religieux. Intégré au ministère de la Communication en 1988 par un contrat d'engagement, ses collègues de l'ONAMA étaient là pour lui dire au revoir. Un jeune talentueux,
pétri de professionnalisme, d'humanisme et expérimenté dans son domaine que la nation perd des suites de courtes maladies. Nassar Tamingar laisse un vide à combler à la télévision nationale en général et au service de montage en particulier. Ces chefs de service, amis syndicats, n'ont pas raté de témoigner les faits de l'homme qu'il était, Papa Nassar. Nassar, c'est un homme très courageux, très calme. J'admire ce comportement. Il est toujours ponctuel au travail. Quand il est programmé, il vient avant les autres. Il est là jusqu'à la fin. Et Nassar nous quitte à un moment où nous, monteurs, nous avons encore besoin de lui parce que le travail du service de montage est très lourd. Et Nassar, je viens saluer ta mémoire. Je salue la mémoire de Nassar de la même façon que beaucoup des agents souhaitent le faire. Là où nous sommes, chaque agent voudrait parler, ceux qui l'ont connu, ceux qui ont travaillé avec lui. Quand tu as un montage à faire, tu as un travail, tu es à côté de Nassar. Nassar peut te dire, laisse-moi, je vais commencer. Et tu viendras voir après. C'est le sens de la responsabilité. Il l'a. Et je parle ici aussi en tant que camarade. Nous avons connu des moments difficiles. Il arrive des moments où c'était difficile de soutenir nos foyers. Il a connu ça avec nous ensemble. Nous étions main dans la main. Mais ce qui est plus fort, c'est le silence de son cœur. Il savait se taire devant beaucoup de choses, mais dans l'espérance d'une vie meilleure. Et pour tout croyant ici, pour tous ceux qui croient comme Nassar, nous croyons tous que l'au-delà est bien. Nous croyons au royaume des cieux. Et je crois fermement qu'aujourd'hui, le camarade est entré dans l'excellence. Et que chacun de nous ici présents sache être courageux dans les moments les plus difficiles. Et qui se disent que ça va aller. Et tout marchera. Nassar, va en paix, mon frère. Au-delà de son caractère, dans son lieu de service, les gens se sont relayés tour à tour pour rendre le dernier hommage à l'illustre disparu, d'où son petit frère a expliqué que Nasser souffrait du cancer du sang. De son domicile familial, la dépouille du feu Papa Nasser est inhumée au cimetière de Toukra. Feu Nassaringa et Taminga s'en est allé, laissant derrière lui 4 filles, un garçon et 3 petits-fils. Voilà, notre reporter Patricia a tendu également son micro à quelques collègues. Je vous invite de les écouter. Quelque chose qui m'a vraiment marqué et que je m'ouverturai à perpétuer cela en sa mémoire, c'est l'humilité. Étant homme, c'est difficile qu'on ait ce sens d'humilité, mais je l'ai vu à travers les 8 ans que j'ai fait avec Papa Nassar. Papa Nassar, je le connaissais quand il était au ministère. Et on l'a affecté à la télé, on s'est rencontrés, j'étais à la télé avant lui. On s'est rencontrés, il dit mais petit, d'habitude il m'appelle petit, et moi je l'appelle grand. Il dit petit, vois ce que les gens m'ont fait là. On m'affecte à la télé, qu'est-ce que je veux faire? J'ai dit que non, on fera de toi une promotion, ne t'inquiète pas. Si je l'appelle aussi Nasser, c'est parce qu'il nous a quittés. Sinon, j'ai l'habitude de l'appeler papa, je ne l'ai jamais appelé avec son nom. Pendant qu'on a besoin de lui, c'est un bon conseiller, c'est un papa comme je venais de dire. Papa Nasser, repose-toi en paix. Et oui, adieu Papa Nasser. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes. À demain. Bonsoir.